Nous allons vous présenter avec Marie-Sophie ce nouveau rendez-vous de l'actu sur le thème « Quelles attentes pour le plan pauvreté ?» Si le thème de la lutte contre la pauvreté fait l'objet régulièrement d'articles dans les médias, il a pris une place particulière dans l'actualité depuis le printemps. On peut citer la vidéo où le président de la République évoque le pognon de dingue des aides sociales pour une efficacité toute relative, les annonces, puis le report du plan pauvreté avant l'été, les discours récurrents sur les mauvais pauvres qui profiteraient du système, la complexité du système dans son ensemble, ou le coût très important. La France fait partie des pays d'Europe qui ont les dépenses en aide sociale les plus élevées. Alors pour mieux comprendre ces débats, il faut s'intéresser à quelques données qui vont permettre de mesurer la situation. Donc en effet, 13,6% des Français vivent sous le seuil de pauvreté qui est établi à 60% du revenu médian après transferts sociaux, soit environ 1 015 € mensuels pour une personne seule. Ce chiffre est à rapporter à un montant de dépenses d'aide pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion qui s'établit entre 1,8 et 2,6% du PIB, soit entre 40,6 milliards et 57 milliards d'euros. On doit aussi souligner qu'en tendance, les dépenses du risque pauvreté et exclusion augmentent à un rythme élevé depuis 2013. En effet, on est sur une base d'augmentation de 4,6% par an en moyenne, avec des revalorisations exceptionnelles comme celle du RSA, qui a augmenté de 10% entre 2013 et 2018. On a également la création de nouveaux dispositifs, comme la prime d'activité. Alors, un des écueils de la lutte contre la pauvreté provient de la difficulté à la définir, car il s'agit d'une notion relative. Dans une décision de 1984, le Conseil européen avait retenu la définition suivante. Des personnes vivent dans des situations de pauvreté si leurs revenus et leurs ressources matérielles, culturelles et sociales sont à ce point insuffisants qu'ils les empêchent d'avoir des conditions de vie considérées comme acceptables dans le pays membre où ils vivent. Cette définition peut être complétée par deux caractéristiques de la pauvreté. La pauvreté est liée à l'exclusion, à la non-participation au mode de vie dominant, et la pauvreté intègre des dimensions liées aux conditions de vie, comme l'impossibilité de louer un logement ou de partir en vacances. Alors en France, on utilise 3 types d'indicateurs pour appréhender la pauvreté. Parmi ces indicateurs, on a d'abord des indicateurs monétaires. Par exemple, la proportion de personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil. Donc le seuil de pauvreté qui s'établit selon le périmètre choisi à 50% ou 60% du revenu médian, après transferts sociaux. On a également donc des indicateurs de conditions de vie, comme par exemple les difficultés d'accès à des biens ou à des services de consommation courante. Enfin, on peut considérer un indicateur qui est le nombre de personnes bénéficiaires des minima sociaux. Alors, si on se place au niveau des politiques publiques, on peut noter que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion est une politique ancienne, bien antérieure à la création des minima sociaux. Dès la Révolution française, la lutte contre la pauvreté apparaît dans son sens de protection des personnes vulnérables, sens qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Il y a une affirmation très tôt du devoir d'assistance de la collectivité. Les associations furent les premières mobilisées avant que les pouvoirs publics ne réaffirment la dette sacrée de la nation envers les plus démunis à l'occasion de la création du RMI. Et en effet, c'est depuis les années 1980 qu'est réaffirmée en fait la volonté d'une politique publique volontariste en la matière. Dans les années 80 justement, on voit apparaître les programmes annuels d'action contre la pauvreté et la précarité. Alors, ces plans ont été élaborés face au constat finalement que les politiques d'assistance mises en place ne permettent pas de résorber les situations existantes d'exclusion. Et à ce titre, la loi du 1er décembre 1988 va instaurer la création du revenu minimum d'insertion et organiser à partir de là les bases d'un service public départemental d'insertion. Alors, si on continue dans cette optique-là, les politiques de lutte contre la pauvreté se sont articulées autour des minima sociaux qui constituent finalement une universalisation d'une garantie de ressources pour les personnes en situation de pauvreté monétaire, mais également un droit à l'accompagnement pour les personnes en situation d'exclusion. Et à ces politiques, on doit également adjoindre les politiques de l'emploi et les politiques du logement. Finalement, on doit dire que la politique de lutte contre l'exclusion ne se résume pas seulement à l'attribution d'un revenu minimal, mais elle entend aussi garantir des droits. Alors pour ce faire, les politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion doivent combiner à la fois des mécanismes de protection sociale et de correction des déséquilibres dans des zones prioritaires, mais aussi des politiques en faveur de l'emploi qui peuvent reposer sur des exonérations sociales et également des politiques de soutien aux revenus et d'insertion centrées sur les minima sociaux.
Donc, à la suite de ces éléments, nous avons déterminé 2 problématiques pour ce sujet. La première, c'est à l'heure actuelle, quels sont les leviers qui demeurent pour réaffirmer le devoir d'assistance de la collectivité envers les personnes vulnérables d'une société. Mais également, comment changer le paradigme des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion en agissant contre les causes et non uniquement sur les conséquences, sans hypothéquer non plus l'effet d'amortisseur social du système de protection sociale français, et qui plus est, dans un contexte budgétaire restreint. Donc nous verrons que le sujet de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion est un sujet complexe à traiter car il doit rendre compte de multiples nuances. Il est d'autant plus vaste qu'il traite de nombreux aspects des politiques sociales prises dans leur globalité. Donc je vais laisser Marie-Sophie vous présenter la première partie de notre plan. Donc effectivement, dans une première partie, nous allons voir que malgré l'efficacité des politiques de lutte contre la pauvreté pour maintenir le niveau de vie de leurs bénéficiaires, même en cas de crise, la panne de l'ascenseur social et l'apparition de nouvelles formes de pauvreté interrogent sur le besoin d'une évolution. Alors ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que jusqu'à présent, les politiques de lutte contre la pauvreté ont permis de contenir la grande précarité en s'appuyant principalement sur des aides financières. Donc en effet, la France a construit son système d'aide en strates successives, autour notamment de 3 périmètres. Donc nous avons d'abord un périmètre restreint qui se chiffre à 40,5 milliards d'euros environ et qui comprend principalement les 10 principaux minima sociaux créés entre 1956 pour le minimum vieillesse, l'ASPA, et 2009 pour le RSA. Donc ces aides ont pour objectif d'aider les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité à obtenir un minimum vital. Et ces aides représentent environ 1% du PIB, soit 22 milliards d'euros en 2016. Elles sont complétées également par d'autres prestations ciblées de lutte contre la pauvreté, par exemple la prime d'activité ou les aides des CCAS, mais également par les mécanismes fiscaux de lutte contre la pauvreté. On a ensuite le périmètre intermédiaire qui, lui, se chiffre à 16,5 milliards d'euros environ et qui comprend les aides au logement et les prestations familiales versées aux ménages pauvres. Enfin, le périmètre étendu, qui, lui, est non chiffré puisque ce chiffrage évolue en fonction du périmètre retenu, va regrouper tous les dispositifs de financement variés, ainsi que, donc, par exemple, les soins, les bourses, les logements, ainsi que les tarifs sociaux. Donc, à cette architecture, on n'oubliera pas évidemment d'ajouter les aides à l'emploi, ainsi que l'effet des prélèvements, qui compte quand même pour 37% de la réduction totale des inégalités de niveau de vie. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que ce système a démontré des effets concrets, notamment lors des crises, comparativement aux autres pays de l'Union européenne. En effet, les dernières données sur la part de population à risque de pauvreté monétaire font apparaître un taux de 13,6% en France contre 17,3% pour l'UE à 27%. Le rapport du Conseil d'analyse économique d'avril 2017 faisait le constat que le système de redistribution français a permis d'amortir les effets de la crise de 2008 sur les plus pauvres en maintenant un taux de pauvreté après transfert stable, avec notamment de bonnes performances des prestations sous conditions de ressources par rapport à leurs coûts. Cependant, malgré ces résultats encourageants, il convient de s'intéresser aux disparités fortes, qu'elles soient géographiques ou en situation de vie, car le phénomène de pauvreté n'est pas uniforme. Alors effectivement, la question de l'efficacité des politiques sociales se pose d'ailleurs à l'heure actuelle avec une grande acuité, que ce soit en France ou en Europe, avec l'apparition de nouvelles formes de pauvreté et le maintien de populations dans une pérennité précaire. Alors, certains publics sont identifiés comme précaires de manière pérenne dans un contexte en plus qui voit s'accroître les inégalités. Parmi ces publics, on peut citer les sans-diplômés, les familles monoparentales, les jeunes ainsi que les chômeurs. Pour illustrer ce constat, 23,7% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté n'ont pas de diplôme, par exemple. De la même manière, pour les familles monoparentales, elles représentent 34,9% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui grimpe d'ailleurs à 70,6% dans les situations où la mère est inactive dans le foyer monoparental. En ce qui concerne les chômeurs, 36,6%, elles constituent 36,6% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, les jeunes sont 19,1% des Français qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est même un chiffre qui a augmenté depuis la crise. Donc ces quelques éléments chiffrés doivent nous permettre de dresser un premier constat qui est celui de la mutation profonde des formes de pauvreté depuis les années 80. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les personnes pauvres étaient essentiellement les personnes âgées. Et leur protection s'est enrichie en fait au fur et à mesure que le système de retraite s'est construit. Finalement, la pauvreté s'est recentrée pour concerner les populations jeunes, notamment les moins diplômés et ceux sans emploi.
Alors, pour dresser un panorama complet, on doit aussi évoquer la situation des travailleurs pauvres. Il s'agit d'une personne ayant été active pendant au moins 6 mois sur 12, dont au moins 1 mois en emploi, et qui vit dans un ménage dont l'ensemble des revenus ne suffit pas à offrir à ses membres un niveau de vie supérieur au seuil de pauvreté monétaire. L'étude de novembre 2017 de l'Observatoire des inégalités montre qu'environ 700 000 salariés disposent en France d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, soit parce qu'ils travaillent à temps partiel avec de très bas salaires, soit parce qu'ils n'ont travaillé qu'une partie de l'année. Certains territoires également sont plus impactés par la pauvreté que d'autres. 1 million de personnes sur les 6 millions que compte la région des Hauts-de-France vivent sous le seuil de pauvreté, par exemple, soit 18,3% de personnes pauvres au sens monétaire du terme. C'est le taux le plus élevé de France métropolitaine. Alors, en plus, ces constats sont à replacer dans un contexte général d'accroissement des inégalités. En effet, une étude de France Stratégie qui a été publiée en juillet 2018 montre qu'un enfant de cadre supérieur a 4,5 fois plus de chances de faire partie des 20% les plus aisés par rapport à un enfant d'ouvrier. À ce titre, les études PISA de l'OCDE sont particulièrement parlantes aussi, puisqu'elles montrent que c'est en France que la corrélation entre le niveau social et le niveau scolaire est la plus forte. En effet, les enfants de milieux défavorisés risquent 3 fois plus que les autres d'avoir un niveau scolaire en dessous de la moyenne. Donc ces constats sont particulièrement inquiétants et assez parlants, puisqu'ils montrent que finalement l'école ne permet pas en plus d'échapper à une certaine forme de déterminismes sociaux, puisque 20% des jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme ni qualification. On peut donc dire que l'efficacité des seules prestations financières est remise en cause pour sortir les populations de situations de pauvreté. Les inégalités de destin sont donc réelles et on peine à les éradiquer en France en raison de la manière dont le système de sécurité sociale dans son ensemble a été bâti dans l'après-guerre, puisque le risque d'exclusion lié aux pertes d'emploi n'a pas été suffisamment pris en compte. Selon l'OCDE, 6 générations, soit 180 ans, sont nécessaires pour que les descendants d'une famille en bas de l'échelle des revenus atteignent le revenu moyen. Si les minima sociaux sont fixés à des niveaux tels qu'ils ne peuvent assurer à eux seuls un niveau de vie supérieur au seuil de pauvreté monétaire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne diminuent pas la pauvreté, mais ils diminuent son intensité. Alors, en plus de ça, il faut souligner quand même que le système est devenu de plus en plus complexe et que le risque de non-recours a quand même augmenté. 1/3 des bénéficiaires potentiels ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. Donc, en plus des prestations financières, il faut quand même souligner l'importance des dispositifs d'accompagnement social qui existent et qui sont promus par les associations et les pouvoirs publics. Et ces dispositifs, en fait, permettent de faire gagner les publics précaires en autonomie et de les réintégrer dans des circuits qui sont considérés comme normaux. Donc ainsi, tous ces dispositifs ont été particulièrement mis en avant, notamment dans la loi du 1er décembre 2008, qui va rappeler le droit du bénéficiaire à disposer, je cite, d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, en échange d'un engagement actif dans une démarche d'insertion. Alors, on peut malheureusement parler, d'une certaine manière, d'un effet désincitatif pour le retour à l'emploi, malgré les dispositifs d'intéressement. En effet, la capacité des incitations financières à agir efficacement et durablement sur le retour à l'activité est contestée. L'hypothèse d'un effet incitatif du RSA a été critiquée dès sa construction. Le mécanisme ne prend en effet pas en compte les difficultés autres que financières, des problèmes de qualification, des difficultés dans la recherche d'emploi, mais aussi des problèmes de santé. Autant d'éléments qui peuvent freiner le retour à l'emploi. Les objectifs des politiques de lutte contre la pauvreté sont donc difficiles à atteindre, même à l'échelle européenne. Pourtant, la lutte contre l'exclusion s'impose comme un thème majeur de la politique sociale communautaire. Lors du Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, les États membres ont décidé de coordonner leurs politiques visant à combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et une cible européenne a d'ailleurs été définie en 2010 dans le cadre de la stratégie UE 2020. Il s'agissait de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes confrontées au risque de pauvreté ou d'exclusion dans les pays de l'UE 27 entre 2008 et 2018. Or, on peut dire que cette cible n'a pas été atteinte, puisqu'entre 2008 et 2016, le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale a augmenté de 0,8 million de personnes dans l'UE 27. Donc, suite à ces différents constats, nous allons aborder la deuxième partie de notre présentation. Donc, le plan pauvreté 2018-2022 doit tirer les leçons des expériences passées et porter en lui les fondations d'un nouveau contrat social. Donc, face au bilan du plan 2013-2017, le gouvernement souhaite réorienter les aides du nouveau plan pauvreté dans une logique de prévention primaire en s'appuyant sur une relance économique et d'investissement social. Tout d'abord, on peut dire que le bilan du plan pauvreté 2013-2017 est en demi-teinte.
Ce plan avait été adopté en 2013 autour de 61 mesures structurées selon 3 axes et 5 grands principes. L'axe 1 visait à réduire les inégalités et prévenir les exclusions. L'axe 2 avait pour objectif de venir en aide et d'accompagner vers l'insertion. Et l'axe 3 de coordonner l'action sociale et de valoriser les acteurs de l'insertion. Alors on peut citer plusieurs mesures promues par le plan, parmi lesquelles l'engagement du gouvernement d'augmenter de 10% le montant du RSA à l'horizon 2017 face au constat du décrochage de ce dispositif par rapport à d'autres minima sociaux et notamment du SMIC. En termes de précarité, de lutte contre la précarité énergétique, il a été évoqué l'extension des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité aux personnes éligibles à l'ACS. Et enfin, dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins, on évoquait la hausse du plafond de la CMU-C pour faire entrer environ 750 000 personnes supplémentaires dans le dispositif et dans l'ACS également. Alors malgré tout, comme le disait Olivier, le bilan du plan pauvreté 2013-2017 est en demi-teinte et un certain nombre de critiques ont été adressées à ce plan, parmi lesquelles une absence de financement clairement annoncée, un défaut de territorialisation et de déclinaison locale du plan qui le faisait perdre en portée opérationnelle pour les acteurs impliqués sur le terrain. Et enfin, pas de ligne directrice forte qui rendait son pilotage peu lisible et son identification un peu lacunaire. Donc à la suite du bilan du dernier plan pauvreté, la volonté du nouveau gouvernement est claire autour de la mobilisation de leviers différents des politiques d'aide utilisées jusqu'à présent. Donc plusieurs leviers complémentaires sont mobilisés. Tout d'abord, une politique de relance de l'économie, s'appuyant sur des mesures fiscales et des aides aux entreprises. Et aussi la mobilisation de l'éducation avec la division des effectifs en CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire, afin de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l'action pédagogique. Parmi ces leviers complémentaires, on peut également citer le renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et des personnes sans emploi. A d'ailleurs été évoquée la possibilité de mettre en place un référent unique de proximité qui aiderait ces personnes dans toutes leurs démarches, qu'il s'agisse des démarches de sécurité sociale, mais aussi de leur recherche d'emploi, ou même pour passer le permis de conduire, par exemple. Dernier levier enfin, donc la refonte des minima sociaux et l'évolution des aides au logement. En fait, il s'agit d'inscrire ce plan pauvreté dans une synergie de mesures qui rentrent toutes en dialogue et en complémentarité pour faire communiquer toutes ces mesures et répondre aux problèmes de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans toutes leurs dimensions. Nous allons voir dans la dernière partie de notre plan, donc le fait que le plan pauvreté présenté le 13 septembre 2018 s'inscrit dans une logique d'investissement social accru, mais dans un contexte de résistance importante. Suite aux nombreuses annonces autour des ambitions du gouvernement pour réorienter la politique de lutte contre la pauvreté, le président de la République a présenté le 13 septembre dernier le nouveau plan pauvreté. Ce plan a été construit autour de 3 grands axes et doté d'un budget de 8 milliards d'euros sur 4 ans. Le premier axe de ce plan concerne des actions pour la petite enfance. En complément des mesures déjà annoncées, il est prévu des actions pour faciliter l'accueil individuel ou collectif des jeunes enfants par la création de places et la formation de professionnels. Et également un investissement sur l'école autour de l'apprentissage de la lecture et l'accès à l'alimentation. Ça peut passer par des petits déjeuners ou des tarifs sociaux harmonisés dans les cantines. Le deuxième axe, quant à lui, concernera donc l'accompagnement des jeunes et des bénéficiaires du RSA vers l'emploi. Alors, pour les jeunes, en ce qui les concerne, ils bénéficieront soit d'un accompagnement des missions locales pour l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, et également grâce à l'extension du nombre de bénéficiaires de la garantie jeune, et un accompagnement des départements lors d'une sortie de l'aide sociale à l'enfance aux 18 ans de l'enfant. Les bénéficiaires du RSA, quant à eux, disposeront d'un référent unique et se verront proposer des formations ou des emplois d'insertion. Le troisième axe concernera la simplification du système social et visera à améliorer l'accès aux soins. Tout d'abord, l'aide pour une complémentaire santé sera fusionnée avec la CMU complémentaire en contrepartie d'une cotisation mensuelle inférieure à 30 € par mois et par personne. Et le panier de biens CMU-C sera renégocié. Un chantier sera lancé en 2019 pour créer un revenu universel d'activité dès 2020. Et le non-recours fera l'objet d'expérimentations et d'actions autour du partage de données entre organismes et le déploiement d'accueils sociaux inconditionnels. Enfin, des sommes seront mobilisées pour le logement et l'hébergement afin de résorber totalement les bidonvilles d'ici 2022. Donc pour résumer, ce plan pauvreté répond en fait à 3 objectifs. Premier objectif, nouer un nouveau contrat social entre l'État, les collectivités, les associations, mais aussi les personnes concernées.
Deuxième objectif, en faire une stratégie à part entière plutôt qu'un plan isolé parmi des milliers d'autres plans. Et enfin, rompre la défiance qui s'est installée entre les citoyens et la protection sociale française. Pour autant, certaines résistances restent fortes et ne doivent pas être négligées dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. On peut parler tout d'abord des inquiétudes des associations autour des coupes sur leur financement et la stagnation ou la diminution de certaines aides dans un contexte de volonté du gouvernement de maîtriser les dépenses. Certaines associations craignent notamment que la création du revenu universel d'activité se traduise par le nivellement par le bas du niveau des aides remplacées. On peut parler également des mouvements de grogne des conseils départementaux dans un contexte de tension sur leurs finances, mais aussi d'interrogations sur l'évolution de l'indemnisation chômage dans le cadre des négociations qui viennent d'être ouvertes avec les partenaires sociaux pour réduire la dette de l'UNEDIC. En fait, de manière plus générale, certaines questions demeurent en suspens et attendent des réponses. Ainsi, au-delà de la prise en compte des expériences qui ont pu être menées à l'étranger, quelle va être la capacité du gouvernement à co-construire ces actions en intégrant les partenaires, notamment les associations qui luttent contre la pauvreté? Et un autre point faible du plan concerne l'absence d'association des bénéficiaires de ces aides dans la construction des actions. Enfin, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie de lutte contre la pauvreté et de la lutte contre l'exclusion doit prendre la forme d'une politique sociale à 360 degrés. En effet, elle doit rentrer en synergie et en cohérence avec les autres réformes qui sont à l'heure actuelle en cours de mise en œuvre. Par exemple, la réforme du marché du travail ou encore la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Oui, c'est l'objet même des politiques d'insertion qui se déclinent sous forme de processus plutôt que par leur contenu. Elles permettent de mettre en œuvre l'ensemble des moyens utiles dans tous les domaines des politiques publiques pour permettre à une personne de sortir de sa situation d'exclusion. Enfin, on voudrait vraiment terminer avec un dernier mot en citant une phrase d'Olivier Noblecourt, qui est donc le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, qui nous dit la chose suivante. « Notre système social, avec beaucoup de prestations monétaires, a permis de stabiliser la pauvreté, même en cas de crise. Pas de renverser le destin des plus touchés et de rompre avec la reproduction de la pauvreté. » C'est donc là toute l'ambition du plan pauvreté résumée en une phrase, à voir peut-être dans un prochain rendez-vous de l'actu pour un bilan de ce plan. Merci à tous. Merci beaucoup.